Vous savez, on va commencer la séance par une évocation historique, puisque l'un de nos collègues, en l'occurrence Yves Chapuis, va nous parler de la participation des chirurgiens civils et militaires lors de la Première Guerre mondiale. Yves Chapuis, tu as la parole. Au général, Monsieur le Président, mes chers collègues, en cette année de commémoration de la guerre de 14-18, l'occasion m'était offerte, dans un lieu prestigieux, de rendre hommage à mon premier patron d'externat, Jean Grémy, à l'homme qui fut président de notre académie en 1957 et à l'homme de conscience, de courage et d'exemple qu'il était. Il a tenu survivant à ces pierres, en laissé le souvenir dans un livre aujourd'hui épuisé. Vous en avez ici le facsimilé. Ce livre, que je dois à l'amitié de mon vieil ami Pierre Lévaux, est en grande partie le récit de la vie d'un jeune homme engagé dans la guerre et un hommage à nos confrères disparus dans ce conflit. J'ai tenté de résumer les 158 pages de l'ouvrage consacré par Jean Grémy à ce moment de sa vie, en l'illustrant de quelques images tirées de l'illustration publiée à l'époque 14-18. Après l'attentat de Sarajevo, le 23 juin 1914, les relations de la France et de l'Allemagne se sont tendues et le 1er août, des affiches annoncent la mobilisation générale. Jean Grémy interne en deuxième année à Néguet, dans le service de l'E2, l'apprend de la grosse Anna, la cuisinière de la salle de garde. Il lui confie ses dossiers, court au domicile de ses parents de Lisbonne pour récupérer son uniforme. L'endosse le 3 août avant de gagner le fort de Bicêtre, où il est affecté à titre de médecin auxiliaire, et nous verrons ce que ça signifie d'ailleurs, dans l'unité de santé du corps colonial. Il y rencontre infirmiers brancardiers, s'adapte au style marsouin en compagnie de 3 réservistes parisiens comme lui, et de 4 médecins actifs, fraîchement sorti de l'école de santé navale. Il est dans la 2e section, sous les ordres du capitaine Bonnet. Il faudra 8 jours à la section pour se rassembler, s'équiper, charger le matériel dans les voitures tirées par des chevaux. Il partira le 11 août, d'ici les Moulineaux, pour Noisy-le-Sec, où un train les attend à destination de la frontière belge. La chaleur est horrible. La traversée de Paris et de la banlieue Est s'est faite sous les acclamations immenses d'une foule essentiellement féminine. C'est à Revigny, vers 23h, tout le monde descend du train, Jean Grémy traînant avec lui son chariot. Et vous avez ici, dans le livre, dans son livre, l'endroit où ils ont débarqué, avant que vous vouliez monter petit à petit vers l'Argonne et en direction de la frontière belge au moment de l'offensive, le premier temps d'offensive. Le convoi voitures, chevaux reconstitués prend la route vers la frontière belge par un temps radieux, marchant de préférence le matin à pied, sauf pour les graviers qui étaient en chevaux, bien sûr. La marche dure 10 jours, du 12 au 22 août, longeant la forêt d'Argonne, traversant les Ardennes, avant de franchir la frontière belge à Villers. Vous voyez ici Villers, qui, la frontière belge, est franchie. Durant ce long parcours, le capitaine Montet fait aux étapes manœuvrer ses hommes, monter les brancards, les 45 brouettes et les 20 cacolets. Et à cet égard, le cacolet, comme vous allez voir, est un moyen assez particulier de transporter les blessés, puisque voici l'animal porteur, si je puis dire, et l'homme vient ici dans une espèce de hamac sur les flancs d'animal, les cacolets. Le tout en mesure d'évacuer, en théorie, de 125 à 175 blessés. Je reviens à l'image. Quenu, à la faveur de ces déplacements, et vous voyez qu'il continue, bien entendu, en direction, comme je l'ai dit, croise d'autres convois et retrouve de nombreuses connaissances. Cela s'avance à l'occasion. Après 9 châteaux, c'est ce qu'il dit, après 9 châteaux, la situation va changer. L'armée française s'est d'abord lancée vers la frontière belge, et plus autrefois, ce qu'on sait. Mais la réaction allemande était terrible, refoulant vers la Meuse, après avoir anéanti l'armée belge et les troupes alliées.
La tactique du haut commandement français sous les ordres du général Joffre est alors d'une grande habileté, de pas réagir, reculer en nord et s'établir sur la Marne. Mais de tout cela, Jean Quenu et sa section, accrocher le terrain en fonction des besoins, resteront coupés de toute information sur l'ensemble de la situation, en particulier la menace sur Paris et le projet de départ du gouvernement pour Bordeaux. Ils ne feront qu'aller de village en village, comme on voit ici, dans un mouvement de retraite vers le sud qui débutera le 23 août. Le recul est pour la troupe une terrible épreuve, laissant des morts sur le terrain et faisant de nombreux blessés, ramassés par les brancardiers et emmenés en voiture ambulance et brouette vers les postes de soins. À cet égard, je rappelle que vous verrez que Quenu fait partie des brancardiers. Il n'est pas encore en droit d'avoir à opérer. Et vous voyez cette situation affreuse d'hommes, de blessés transportés. Donc, c'est une terrible épreuve. Et le 27 août, et pour Jean Quenu, va être une journée mémorable. Il est à Pouilly-sur-Meuse et accueille un affreux blessé. Dans une clairière, il installe, écoutez les conditions de travail, il installe une étable de fortune appuyée sur 2 caisses. Les instruments dont il dispose sont rudimentaires, non stérilisés. Les fils de ligature sont de gros fils à mouton. Il n'y a pas d'anesthésie. Il opère à main nue, se lavant dans des seaux d'eau que les brancardiers apportent à la demande. Car, comme il s'est quand même opéré, il est passé du grade de brancardier à chirurgien et il n'est pas encore reconnu. Comme tel, nous allons le voir. Bref, il lave les plaies, fait les mostases, ampute au besoin, apparaît des fractures, traite une plaie du périnée, par évacuation du hématome et une ponction musicale. Les blessés succèdent aux blessés, arrivant par la droite, puis, une fois pensés, évacués par la gauche. Lorsque la nuit tombe, il se met à pleuvoir. Quenu épuisé s'arrête, entend le bruit et les cris des blessés qui attendent leur évacuation vers l'arrière et se retrouve bientôt seul, au milieu de ceux que les convois saturés ont laissés sur place. Mais comme il l'écrit dans son livre, qu'importe, mon devoir est clair, rester avec mes blessés. Il va être retiré d'affaire par le capitaine Mottet et les hommes qui l'accompagnent. Ils prennent en charge les blessés restés sur place et continuent leur retraite. Ils vont descendre ainsi vers la Marne, par étapes de 30 à 40 km, traversant de nombreux villages par une chargeur torride. Sur leur route, ils ont croisé des familles en fuite, traînant leurs bagages, comme vous le voyez ici. Quelques vaches et cochons viendront améliorer un ordinaire fait de pain et de boîtes de singe. Je vous rappelle que les boîtes de singe, c'est une conserve à partir de bœuf que l'on mange parmi certains connaissent. C'est alors que le front se stabilise sur la Marne et que le 6 septembre, la section de Quenu repart vers le nord au contact des combats. En chemin, il découvrira d'horribles châtaigniers. Et vous en avez ici un exemple au cours de cette retraite de ceux qu'il rencontre. Il s'arrêtera le 16 septembre dans la région de Anse, 70 km plus au nord, et de là effectuera quelques déplacements pour recueillir les blessés, parfois à bicyclette, et sauvera même un jeune chien qui deviendra son compagnon jusqu'à la fin de la guerre. L'hiver arrive et avec le froid et les épidémies, gastroentérite et typhoïde, il tombe, lui-même malade, atteint d'une angine et d'une forte fièvre qui ne dureront pas. Noël sera plus calme. Occasion de recevoir des colis familiaux, de se procurer quelques bonnes nourritures, de festoyer, d'assister à une messe de nuit. Mais la trêve sera de courte durée. Début 1915, la vie du médecin auxiliaire Quenu, en réalité qualifié de brancardier, comme je le disais, s'égrène tristement au petit déplacement derrière les lignes, au entretien de ses vêtements et du matériel. Ayant reçu de ses parents 3 ampoules de vaccin scientifique de Vincent, la première injection va déclencher une réaction terrible, la mettant dans des conditions matérielles détestables pendant 15 jours. Le médecin-chef Gustave Martin, apitoyé, l'enverra à Valmy, où il va exercer officiellement la fonction de chirurgien. Et vous avez ici, donc, je me rappelle, le fameux moulin, et puis une photographie que j'ai prise récemment de ce charmant village qui vient bien loin d'être un endroit ravagé par la guerre, Valmy. Le plus curieux, en effet, est que le grade et donc les responsabilités qui concernent les médecins auxiliaires mobilisés, alors qu'ils étaient internes et n'avaient pas passé leur thèse, et celui des brancardiers. Ils font une visite impromptue le 5 février à Valmy,
où Jean Rémy est en convalescence, comme je le disais, de Pierre Delbet, Heinz Boyer et du général Gouraud, commandant du corps colonial, pour que la compétence des internes des hôpitaux soit reconnue et les mesures prises dans les semaines qui suivent pour leur accorder le grade d'officier de santé. C'est ainsi que Quenu sera muté le 24 février 1915 pour l'ordonnance 5 à Valérie. Il aura donc servi 7 mois comme brancardier et lui restera libre 46 mois comme chargé d'ordonnance. Il ne va pas manquer de travail. En mars 1915, les blessés affluent à Valérie. Certaines blessures, faute de moyens, laissent les chirurgiens désaffamés. Cela, je tire cette image de l'illustration, un exemple de blessure parmi d'autres. C'est là qu'il va découvrir la gangrène de la veine et le signe du hasard. Rapporté devant la Société de chirurgie à Paris, auquel, par modestie, il refusera qu'on lui donne son nom. À la faveur de ses séjours, il rencontrera plusieurs confrères, en particulier Petit Italie, et essaiera d'occuper quelques périodes de calme par une activité sportive, équitation, football, en rencontrant des collègues d'autochirurgie. Et voilà une équipe de ces hommes qui trouvent le temps d'aller faire un petit match de foot après avoir quitté leur ordonnance. Et puis, au besoin, il y a des manifestations festives, je le dis encore, où on voit blessés, officiers, infirmières, etc., dans une atmosphère qui est particulièrement particulière et théâtrale, et où il utilise à l'occasion de courtiser de jolies filles. Mais il y a plus sérieux. Le 18 avril, un appareil d'ombre d'âne pour anesthésie alétaire arrive en France. 18 avril 1915. Puis le 8 mai, il apprend par son père Édouard, qui est en mission technique, la construction d'ambulances chirurgicales automobiles qui comprennent un camion autoclave avec un bloc électrogène, un camion radiographique, une salle d'opération démontable. Sur cette bonne nouvelle, l'ambulance et ses hommes reçoivent l'ordre de partir. Après un périple de 20 jours, il se retrouve à Beauvais et il prend le train pour Paris, où il va passer 8 jours. Il retrouve sa famille et surtout son frère, qui a une forte activité au Val-de-Grâce et à Cochin. Il conseille le haut commandement, Édouard Quenu, pour améliorer l'organisation du service de santé avec une foi ardente, capable, comme le dit son fils Jean, de soulever des montagnes qui étaient la routine, l'inertie, la vanité, les intérêts particuliers. Le 25 juin 1915, Jean Quenu quitte Paris pour Chalon-sur-Marne, où il rejoint la 4e armée. Il dispose d'une ambulance toute neuve. Il trouve pour médecin-chef Anselme Schwartz. Il va connaître jusqu'au 16 septembre une vie tranquille. Les infirmiers et brancardiers qu'il côtoie sont pour lui des amis et parmi eux plusieurs prêtres de banlieue ou de campagne. Le seul cas sérieux qu'il est à traiter est une occlusion intestinale, secondaire à une hernie diaphragmatique étranglée chez un fantassin déjà victime d'une grave blessure thoracique en septembre 1914 et resté en service. Décédé très vite, Quenu décidera de l'autopsier pour découvrir cette lésion diaphragmatique dont il sera plus tard le spécialiste. Cet événement douloureux, mis à part,